de l'asthme sévère. Ça bouge pas mal dans l'asthme sévère. Premièrement, il y a d'intérêt, il y en a pas mal. Alors, premièrement, notre recommandation de traitement de l'asthme, c'est le G1. En fait, le G1 qui est évalué tous les ans. Ça a changé depuis 2019 un peu parce que vous avez plusieurs choses. Alors, première chose, là, vous avez la première piste, la première track, le deuxième track. Le premier track qui est préféré, et si on arrive là, on passe au deuxième track. En fait, ça, c'est intéressant. Et si vous regardez, il y a deux, trois choses qui ont changé. La première chose, c'est surtout la dose de corticostéroïdes inhalés. Alors, premièrement, on donnait une forte dose, on n'avait pas peur, on a découvert après que ça donne pas mal d'effets secondaires, normalement, surtout sur l'axe surrénalien. Donc là, on passe en step 4, on garde une dose, medium dose, et on passe à forte dose si vraiment on n'arrive pas à contrôler les symptômes. Les anciennes recommandations, c'était forte dose, même stade 4. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. Deuxième chose, en traitement que vous connaissez tous, c'est le singulaire. Le singulaire qui était déjà en première step, le deuxième step, là, il est passé, là, vous voyez, c'est vraiment en bas. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'indications pour mettre le traitement par singulaire. Troisième chose, c'est le traitement par ventoline. Le traitement par ventoline, c'est le traitement historique de l'asthme. À chaque fois, on dit tu as de l'asthme, tu prends la ventoline, combien de fois la ventoline? En fait, la ventoline, c'est passé en traitement secondaire. Parce que là, le traitement à la demande, ça passe en corticostéroïdes inhalés à faible dose avec formoterol. C'est surtout le formoterol qui a une action rapide, aussi rapide que la ventoline, et ça coûte beaucoup plus que la ventoline. Et la présence de corticostéroïdes inhalés à faible dose, ça améliore les symptômes. Et ça, c'est vraiment un changement. Alors, ça vient de cette étude-là qui est publiée en 2018, et depuis 2019, dans la recommandation de GINA, la ventoline est passée en deuxième intention. Donc là, on voit là trois bras. Donc il y a cette bras-là ici, qui est la turbutaline, c'est comme la ventoline, c'est à la demande. Et ici, deux bras, bédosonide et bédosonide avec formoterol. Et on voit une différence au niveau de l'âge, des exacerbations sévères, et une différence au niveau des exacerbations modérées à sévères. Il y a une autre étude aussi qui a été publiée en 2019 dans le Lyon, pareil, c'est le même résultat. Et depuis la ventoline, donc pas de ventoline à la demande, et plutôt bédosonide ou formoterol à la demande. C'est surtout le formoterol. Alors, concernant l'asthme sévère, l'asthme sévère, par définition, c'est l'asthme qui est traité au step 4 et 5 de GINA. Alors, avant de parler d'asthme sévère, on parle toujours d'un asthme difficile. Alors, l'asthme difficile, c'est quoi l'asthme difficile? Donc, l'asthme difficile, c'est un asthme sévère qui reste mal contrôlé malgré un traitement bien pris, bien utilisé, stade 4 ou 5. Alors, l'asthme sévère, on commence par parler de l'asthme sévère. Et une fois qu'on a défini l'asthme difficile, et surtout, c'est Pascal Chanet, on a travaillé aussi avec lui à Montpellier, qui a défini ça. En fait, c'est un asthme difficile qui est pris en charge par un pneumologue ayant l'expérience de l'asthme sévère pendant 6 à 12 mois. Donc, on ne parle pas d'asthme sévère avant une suivi pendant 6 à 12 mois. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, quand vous prenez les asthmatiques, si vous prenez 100, il y a 24% des patients, un quart des patients qui ont traité GINA 4 et 5. Donc on dit, l'asthme sévère, c'est 25%. En fait, c'est complètement faux, parce que si vous prenez ces patients, et si vous le traitez comme un asthmatique difficile, et que vous le prenez en charge pendant 6 à 12 mois, il reste 17% des vrais sévères. Et si vous parlez de ça, de difficile, vous retrouvez avec 4% des patients vraiment non contrôlés. Donc on passe de 24% de GINA 4 et 5, et on passe à 3 à 4% de vrais asthmatiques sévères qui posent un problème. Alors, l'asthme difficile, c'est quoi l'asthme difficile? C'est pas le traitement qui dit ça en fait. L'asthme difficile, c'est un asthme mal contrôlé. C'est pas parce que l'asthme est difficile, l'asthme est sévère, parce qu'il y a d'autres facteurs. D'autres facteurs, surtout, qu'on voit souvent, c'est l'hyperventilation inadaptée, c'est les patients hyper stressés qui respirent rapidement, qui donnent les mêmes symptômes. Et deuxième chose, c'est la dysfonction des cordes vocales. C'est pour ça qu'on fait appel souvent à nos collègues de l'oreille. Et après, est-ce que le patient prend bien son traitement? Ça, c'est un vrai problème parce que les asthmatiques oublient souvent. Moi, je suis asthmatique, je n'ai pas pris ce matin, je prends le soir. Et je n'ai pas pris le soir, je ne prends pas demain. Et si on ne prend pas comme il faut matin et soir, ça ne marche pas. Et après, il y a l'autre problème, le gros problème, c'est les cigarettes. Alors, en fait, les cigarettes aussi, si on prend le traitement à la dose de corticoïdes à forte dose, c'est vite métabolisé, on passe à dose moyenne ou à faible dose. Et là, le plus important, l'obésité, on va parler l'après-midi aussi. Les asthmatiques sévères, quand on a une IMC supérieure à 35, et si on les prend en charge avec une chirurgie bariatrique ou un nouveau traitement, on arrive à contrôler au moins la moitié des patients. Il y a une cohorte qui couvre pour un meilleur de la moitié en passant de 35% à 27%, de 35 km sur mètre carré à 27 kg sur mètre carré.
C'est quoi les questions qu'on pose quand on dit, là on a défini l'asthme sévère, et après on pose la question, est-ce que le patient, on va commencer par phénotyper les patients. Donc phénotyper les patients, ça veut dire voir si l'asthme est T2 ou n'est pas T2. En fait, T2, ça vient de lymphocytes T2. Est-ce que le patient est allergique ou eosinophilique? Ça, c'est une forme T2. Donc ça, c'est considéré comme T2. Et après, on a les patients allergiques mais non hyper-eosinophiliques. On fait une numération formule pour voir le taux d'éosinophiles. Et les patients qui ne sont pas allergiques, qui sont eosinophiliques, tous ces trois-là patients sont des patients T2. En fait, ça, c'est important pour le traitement, pour la biothérapie qu'on va parler tout à l'heure. Et qui pose vraiment un problème, c'est des patients qui ne sont pas T2, c'est des patients qui ne sont pas hyper-eosinophiliques et qui ne sont pas allergiques. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'on n'arrive pas à améliorer ces patients. Deuxième chose qui est importante quand on regarde les autres maladies associées à l'asthme, notamment la polypoïdose ostéosienne, qui est fortement associée à l'asthme T2, la dermatite atopique, mon collègue dermatologue aussi connaît cette maladie, qui est vraiment liée à l'allergie aussi à l'hyper-eosinophilie. Et le taux d'ionoxalé, en fait, l'ionoxalé, c'est la fraction de monoxyde d'azote dans l'air expiré. Et ça, c'est en fait d'inflammation bronchique, notamment l'interleukine 13. Là, on va parler des interleukines là tout à l'heure. Donc, si on prend les patients T2, je ne vais pas vous casser la tête avec tout ça. En fait, tout ça, c'est les T2. Mais vous voyez, si on regarde que l'allergie ou si on regarde que l'hyper-eosinophilie, on va rater des patients parce qu'il y a des patients qui n'ont pas hyper-eosinophilie, qui sont ionoxalés élevés et un peu d'allergie. Les patients qui sont surtout allergiques ici, il n'y a pas d'hyper-eosinophilie, il n'y a pas la ionoxalée. Du coup, il faut vraiment regarder tout ça. Alors, ça, c'est un peu chinois. Donc là, c'est une maladie de l'épithélium bronchique actuellement. On a tellement parlé de l'asthme pour une maladie lymphocytaire, une maladie de lymphocyte, mais actuellement, on parle surtout d'une maladie de l'épithélium bronchique. On a soit l'allergène, soit le tabac, soit autre chose, des virus qui vont souiller l'épithélium bronchique et après les souillements bronchiques. Et surtout ces trois interleukines ici, ou à l'arrière, l'interleukine 33, le 25, le TCP, qui aura une cascade inflammatoire derrière. Et retenez bien ça, l'interleukine 5, le 4, le 13, et les jeux total, parce qu'on cible ces récepteurs ici, ces interleukines, pour contrôler l'asthme. Ça, c'est les biothérapies. Alors, première étude dans la biothérapie, cette étude qui a été publiée dans l'allergie en 2005. En fait, cette étude, c'était la première étude qui a comparé le traitement bioculizumab versus placebo en regardant les exacerbations de l'asthme. Avant, on regardait le VMS, le souffle de patient, on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à améliorer. Et là, avec ça, avec les exacerbations, on a laissé les exacerbations ici, là, vous voyez une diminution de 26%. Et quand on regarde les exacerbations sévères, il y a une diminution de 50%. Il y a un deuxième traitement qui est arrivé par la suite, le moculizumab, c'est l'interleukine 5. Donc l'interleukine 5, là, vous voyez, il y a une nette amélioration des exacerbations. Ça n'améliore pas le souffle. Et d'ailleurs, là, il y a une étude avant, c'était 5 ans avant, il y a une plusieurs qui a comparé placebo et moculizumab, mais en regardant le VMS, et le VMS, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on a dit l'étude est négative. En fait, si on regarde le VMS, ça ne marche pas. Mais ça marche sur les exacerbations. Le deuxième traitement qui est arrivé par la suite, c'est le benralizumab. C'est pareil, c'est l'interleukine 5. Et le benralizumab, c'est tous les 2 mois. Et là, on voit ici, on arrive à sauver les patients de corticosteroïdes. Ça marche sur les exacerbations. Et ce qu'on regarde aussi, là, au bout de 2 ans, ça marche très bien, donc on maintient l'effet. Le traitement, le dupilumab, là, qui est arrivé après le Dupixent. Donc le Dupixent aussi, là, vous voyez, ça marche très bien sur les exacerbations. C'est une injection tous les 15 jours. Et là, c'est la première fois que ça marche sur le VMS aussi. Parce que le benralizumab, le dupilumab, tout ça, ça ne marche pas sur le VMS. Là, ça marche très bien sur le VMS. Et nos collègues dermatologues, ils ont pensé bien avant nous avec la dermatite atopique. Et après, il y a les ORL, là, pour la polypose nasocénosienne. Et si on regarde ici sur les exacerbations et le sevrage de corticostéroïdes inhalés, ça marchait très bien aussi. Et là, le nouveau traitement qui est arrivé, c'est le tezepelumab et c'est le Tezspire. En fait, le Tezspire, là, vous regardez ici, que ça soit hyper-eosinophilie supérieure à 300, inférieure à 300, ou même si on n'a pas d'hyper-eosinophilie inférieure à 150 ou supérieure à 450, ça marche très bien. Pour un patient qui soit très TH2, là, ça marche parfaitement bien. Si elle n'est pas TH2, ça marche moins, mais ça marche toujours. Et si on regarde l'allergie, pareil, avec l'allergie ou pas d'allergie, si on est allergique, ça marche plus. Si on n'est pas allergique, ça marche toujours un peu. Sur les phénols, les ionoxalés, si on a un ionoxalé, ça veut dire beaucoup d'inflammation, beaucoup d'L13, ça marche très bien. Si on n'a pas beaucoup, ça marche toujours parce que ça ne touche pas la ligne médiane. Et là, sur l'amélioration de VMS, c'est la deuxième biothérapie qui améliore le VMS. Alors, des messages. Alors, surtout la ventoline. La ventoline, vraiment, en l'asthme, il ne reste pas beaucoup de place. C'est surtout formoterol avec faible dose de corticosteroïdes. Le but de traitement, c'est surtout éviter la prise de cortisone. Il faut que ça soit notre objectif.
Et améliorer le contrôle de l'asthme, parce que le souffle c'est important, pas important, c'est vraiment un grand débat, mais nous c'est pas trop. Donc le VMS on s'en fout un peu. Et en cas d'asthme sévère, il faut vraiment s'occuper et passer aux biothérapies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question sur la crise d'asthme aiguë qui nécessite une hospitalisation. Quelle est la durée de corticothérapie aujourd'hui et quel est le protocole que vous utilisez pour ça? Les recommandations visent 0,50 à 0,75 mg par kilogramme et on garde 5 à 7 jours. Après, là, il y a actuellement des protocoles pour essayer d'utiliser, si on a une exacerbation hyperéosinophile, utiliser une biothérapie aussi. C'est pas encore l'AML, hein, mais à mon avis, ça va venir si on a une exacerbation hyperéosinophile, on peut injecter le benralizumab, parce que le benralizumab, c'est un effet très rapide. De 48 heures, on n'a plus d'éosinophile. Si vous prenez l'autre anti-5 ou plus 1, il n'a pas d'action rapide. Il y a des protocoles en cours, mais actuellement, les recommandations, c'est 0,50 à 0,75 par jour, milligrammes par kilogramme pendant 5 à 7 jours. Et l'immunothérapie, c'est injectable. Alors, les biothérapies, oui, ils sont tous injectables. Il y a du patient ou comment? Alors, souvent, actuellement, c'est surtout des stimulants-injecteurs, en fait. C'est comme l'insuline. Vous la mettez, ça s'injecte tout seul. Et après, les injections, soit tous les 15 jours, soit une fois par mois, et le benralizumab, c'est tous les 12 mois. Et il y a un nouveau là qui va remplacer le Nucala, donc les Nucala sont là, qui va être tous les 6 mois. Et ça va tout changer, parce qu'un patient qui n'est pas observant, on va le voir tous les 6 mois en consultation, on l'injecte, et le patient revient 6 mois après. Et ça va pas tarder à arriver. D'autres questions? On passe à la présentation suivante.